suis comme vous, un enfant né quelque part à Treichville, dont les parents habitaient Koumassi. Pour ceux qui connaissent un peu Koumassi, il y a deux quartiers qui sont mitoyens, Prodomo et Sopim. Mes parents ont tout fait à Koumassi. Donc je nais à Koumassi dans une famille de 6 enfants dont je suis le dernier garçon. 3 garçons, 3 filles. Malheureusement, il y a un garçon qui nous a quittés. À l'âge de 9 ans, il y a le père qui tire sa révérence également. On a l'impression que le monde s'écroule sous nos jambes. Évidemment, parce que la mère qui était enseignante, le père aussi était enseignant. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon père était enseignant. Il a quitté le village, notre village s'appelle Napier, c'est à 18 km de Korogo. Donc il a quitté le village, il est venu à Abidjan. Et figurez-vous qu'il allait chercher ma mère, elle était en classe de CP2. Il l'a ramenée du village, il a enseigné, il l'a épousée et elle nous a fait nous autres. Donc c'est dire le caractère de cette dame qui se retrouve un matin sans son époux, qui a été son appui, son socle. Moi, le plus jeune, donc en bas âge, le père qui décède, la voilà face à tous les préjugés de la société, qui pensent évidemment, les membres de la famille de mon père, qui estiment que le père a certainement laissé un héritage qu'elle devait partager avec eux. Donc ça commence une série de difficultés, on lui tourne le dos, elle est livrée à elle-même, elle doit s'occuper de 6 gosses, dont je suis le dernier, donc les choses commencent à être difficiles. Je vous le dis aujourd'hui parce que quand on voit quelqu'un à la télévision, on se dit « Ah mais tiens, lui tout va bien, il a toujours été heureux, tout lui a souri, il a la chance », elle a lâché le mot tout à l'heure, mais tout n'est pas chance. Il y a également ces moments où tout était sombre, ces moments de doute, d'inquiétude, de peur du lendemain, parce qu'on ne savait pas si on allait avoir le repas du lendemain matin. Donc ces moments, il existe également pour nous. Les choses se faisant comme elles devraient se faire, moi j'arrive à avoir un cursus d'un enfant normal. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir été brillant particulièrement. J'arrive en classe de 3e, tout va bien, je suis orienté en seconde C. Moi, je n'ai pas voulu faire une série scientifique parce que je pensais avoir des prédispositions, des aptitudes pour une série littéraire, mais ma mère le voyait d'un autre œil. Vous savez, elle est enseignante, elle a un caractère de fer. Elle me dit, tu ne peux pas aller faire une série littéraire, regardez un peu son raisonnement. J'ai 6 enfants, il y a 3 qui ont fait la série littéraire, il y a 2 qui ont fait, j'ai peut-être 2 grandes sœurs ont fait série scientifique, donc tu vas faire série scientifique. Je dis, mais moi je ne vais pas faire série scientifique. Elle me dit, on ne te demande pas ton avis, tu n'as pas le choix, tu vas faire. Donc je me débrouille, vous savez ce que la mère représente pour nous. Je suis affecté en seconde C, je fais une seconde C, je continue de lui envoyer des messages, je lui dis, ah mais tiens, franchement, moi c'est pas mon truc. Elle ne veut rien entendre. Bon, je m'organise, et puis j'ai quand même la moyenne, la juste moyenne, je passe en classe supérieure, on m'envoie en... Bon, je me suis arrangé pour ne pas être aussi bon, parce qu'on m'aurait envoyé en première C, ce que je ne voulais pas entendre. Je me dis, bon, la série D, c'est mieux, c'est le juste milieu. Donc effectivement, je suis envoyé en première D. J'envoie des émissaires, dont notre aîné, pour lui dire, mais tiens, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Pourquoi? Parce que de la classe de 4e, 3e, même en seconde, mes amis qui étaient en A, moi j'avais des prédispositions en langue. Donc je les aidais pour faire leurs exercices. C'était pas une corvée pour moi. Les maths, les physique et SVT, c'était des corvées. Mathématiques encore, ça allait. Elle n'a rien voulu entendre. Donc j'ai fait la première D, je vais en terminale D. Je n'abandonne pas. À la 2e semaine de présence en terminale D, un jour je fais un cours de maths avec un prof qu'on appelait Scarface, pour ceux qui l'ont connu, c'était son surnom. Un excellent professeur de mathématiques. Et je me dis, mais tiens, finalement, je ne suis pas dans mon environnement. Et là, ça va passer ou ça va casser. Mais cette année, moi, je vais revenir en A. Je vais voir ma grande sœur, j'envoie un oncle aller voir ma mère. Elle refuse d'abord. 2 jours après, moi-même, je vais la voir. Elle m'éconduit. Et finalement, ma grande sœur a été, je ne sais pas ce qui l'a touché, peut-être que c'est Dieu qui l'a visité. C'est parce qu'elle allait dire à la mère, elle vient me voir, elle me dit, ah, finalement, ta mère a accepté, mais attention, si tu vas là-bas, tu as intérêt à être top. Donc, la fois d'après où je vois maman, elle me dit, toi, tu es paresseux, tu n'as pas envie de travailler, mais tu vas voir. En série, ah là, il y a philosophie là. Bon. Et puis, je crois qu'à l'époque, le coefficient était de 4, quelque chose comme ça. Donc, 2 semaines après
avoir commencé en terminale 2, je me trouve en terminale A. Et mes amis, on se connaît. On me dit, ah, il est venu, il est venu. Moi, j'ai fait le lycée Descartes à Marcory. Là-bas, le système, quand vous arrivez nouvellement, vous êtes assis au fond. Et puis, à la fin du premier trimestre, on vous dispose dans la salle selon le rang. Bilan de l'opération premier trimestre, je suis major de la promo. Premier, avec 15 de moyenne en philo. Donc, je prends mon bulletin, mon tableau d'honneur, je vais voir la vieille, avec la honte. Elle ne peut pas parler. Ah bon, c'est bien, c'est bien. En fait, il y a une petite honte, il y a une petite gêne à reconnaître qu'on s'était peut-être trompé sur son enfant. Je fais mon année scolaire, je fais un bac A1, haut les mains. D'ailleurs, toute la classe a eu le bac. Et puis, les choses se passent pour le mieux. Moi, pour moi, je suis sorti de l'auberge. Oh que non. Pendant les vacances scolaires, je prends attache avec un oncle qui enseigne à l'ISTC, l'Institut supérieur Polytechnique aujourd'hui, des techniques de la communication, pour lui dire, écoute, moi j'ai envie de faire du journalisme et tout ça. Parce qu'à l'époque, à l'école, au lycée et tout le reste, on avait la chance de prendre le micro pour animer des cérémonies, pour faire le modérateur à la faveur de certaines conférences et tout le reste. Donc il y avait ce début de volonté justement d'embrasser ce métier. Donc je dis au monsieur, je veux devenir journaliste et tout ça, je veux passer le concours de l'ISTC. Il me dit, ah, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer les conditionnalités pour intégrer cette école et tout ça. Pendant que je lui parle, ma mère entendait. Malheur pour moi. Elle était dans sa chambre, moi j'étais dans la cour arrière, elle est sortie, elle est venue m'arracher le téléphone. La même, hein. Elle dit à mon oncle, ah non, 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 pas question, il ne va pas faire journalisme. Hein. Ah non, 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 on va te rappeler, on va s'accorder, il va te rappeler. Elle m'a passé un savon. Elle dit, non, pas question, tu vas aller faire l'INPHB. Les journalistes là, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est compliqué et tout ça. On a beaucoup de problèmes. Je souhaite que tu nous sortes de tout ça. J'ai dit, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Elle me dit, oui, il y a ce que tu as envie de faire, mais il y a ce que moi, je te dis de faire. Je dis, ok. Bon, pour moi, soit dit en passant, le respect de la mère, c'est sacro-saint. C'est la ligne rouge. On ne franchit pas. Donc, je la suis. Concours de INPHB, je suis admis. La première année, je tiens bon. La deuxième année, au bout du deuxième semestre, je n'en peux plus. Je me retrouve dans des maths financières. Je ne suis pas dans mon environnement. Je suis à la croisée des chemins. C'est le moment de faire des choix. Soit je continue et je suis peut-être le plus médiocre de ma classe, pas parce que je n'ai pas les aptitudes ou les prédispositions, mais parce que je n'aime pas ce que je fais. C'est en cela qu'il est important d'aimer ce que l'on fait. Si vous faites un job que vous aimez, vous ne travaillez pas, vous vous éclatez. Si vous faites un job que vous n'aimez pas, vous faites une corvée. Donc je prends la décision, je sais que ça va être dur, les mois qui arrivent vont être durs, j'arrête d'aller à l'école. Je ne vous recommande pas de faire la même chose hein, si vous êtes dans le même cas que moi, parce que je vais payer ça cher aussi. Donc j'arrête d'aller à l'école et je vais rencontrer un monsieur, coïncidence, on en parle aujourd'hui, il est décédé il y a 2 jours. Un monsieur qui était directeur d'une école, d'une grande école, monsieur Diakité en l'occurrence, je vais le voir, que Dieu ait pitié de son âme. On a d'ailleurs une veillée en sa mémoire ce soir. Je vais le voir, je lui dis, mais tiens, écoute, moi, voilà ce que je veux faire. Comme tu as la tête d'une grande école, je veux faire communication d'entreprise. À l'époque, c'est comme ça que la filière s'appelait. Il me dit, ah, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne veux pas avoir de problème avec la vieille, parce qu'il se connaissait et tout ça. Donc, comment tu vas gérer ça? Je dis, non, laisse-moi gérer la vieille. Comment je peux m'inscrire? Il me dit, l'inscription, c'est 40 000 francs. Je militais dans une association, je suis allé voir le président, on avait des cotisations. Je dis, ah, moi, j'ai besoin de 40 000, je vais vous rembourser. Il me prête les 40 000, je vais voir le vieux me dit, bon, je prends les 40 000, tout le reste des frais, là, c'est pas grave, moi-même, je m'en occupe. C'est comme ça que je m'inscris. Pour la vieille, moi, je continue d'aller à l'école et tout ça. Et malheur pour moi, malheur pour nous, elle fait un accident. Elle est allée au village, quelqu'un l'a portée sur une moto. Ils sont tombés, elle s'est cassé le pied. Bon, donc elle est déjà très nerveuse, là, elle est malade et tout ça. Quand elle revient de là, elle apprend que je ne vais plus à l'école, à l'INP et tout le reste, c'est la guerre. Bon, je l'ai pris à mon compte. Et puis j'ai commencé à faire ma communication d'entreprise. Je suis allé voir des grands frères qui avaient un journal communal pour leur demander, c'est vraiment la passion. Donc on cherche le moyen de s'exprimer. Je dis, mais moi je vais écrire avec vous dans votre journal. Ils me disent, oui, il n'y a pas de problème, fais-nous une demande. J'ai fait la demande, ils ont accepté. Donc entre mes cours, je prenais le dictaphone, je partais tourner quelques sujets, faire quelques petits reportages, et puis je venais retranscrire tous les matins.
Mon grand frère me voit un matin, très appliqué. Vous savez, quand vous avez un rêve, vous vous voyez déjà, vous vous projetez tellement. Il dit, mais tu fais quoi même? Je dis, non, moi je fais des articles de presse. Je prenais des anciens numéros de Fratmat. J'essayais de réécrire l'éditorial à ma manière. Il me dit, ah mais toi tu perds ton temps. Toi, comment tu as fait pour devenir journaliste? Bon, je prends acte. À l'époque, je sentais le besoin d'avoir un ordinateur pour saisir mes textes et tout ça. Moi, j'ai toujours été friand de gadgets électroniques. Donc, j'avais un téléphone à l'époque, pour ceux qui se souviennent. Le N70, qui était en vogue à l'époque. Donc, je prends le téléphone, je vais le vendre. Je le vends à 90 000, il me semble. Ça me permet d'acheter un ordinateur. Ce n'est pas vos ordinateurs portables, hein. C'est un gros ordinateur, les grosses têtes, là. Donc, j'achète ça. Et tous les matins, ici, sur mon ordinateur, tous les matins, mon grand frère, en passant, me disait, tu perds ton temps. Je finis ma deuxième année, on lance un test de recrutement sur une radio. Et quelqu'un me dit, il faut postuler. Je dis, non, moi, je n'ai pas encore le niveau. Moi, j'apprends encore. Il me dit, non, non, il insiste. Je vais faire le test de recrutement, on est 60. Et je vois des gens que je connais qui sont de très bons orateurs. Je dis, mais si ceux-là, ils sont ici, moi, je retourne chez moi. Je prends mon mal en patience. Je fais quand même le test. À 19 h, les responsables de la radio, ils sortent. Ils donnent les résultats. Et le premier nom qu'on donne, c'est mon nom. Je dis non. Non, c'est pas possible. On est 4 qui sommes retenus sur une 60aine de personnes. Je me dis, ah, donc ça commence à devenir sérieux. Quand je rentre à la maison, je dis ça à la vieille, je me souviens très bien, elle était assise au salon, je dis, ah, mais je suis allé passer un test de la radio et tout ça. Ça marchait, j'ai été retenu. C'est bien. Voilà, je ne suis pas dans ce schéma, quoi. Je n'ai pas voulu faire ce qu'elle voulait, donc elle tourne le dos. Et puis que les mois sont passés, les gens commencent à en parler. Ah, mais tiens, il est pas mal, il se débrouille pas mal. Et puis on a une cousine qui vient à la maison. Moi, j'étais couché dans la chambre des garçons à la maison familiale. Et la cousine qui disait tellement de bien, non, je l'ai écouté, il est brillant, il est excellent, machin. Vous savez ce que ma mère dit? Elle dit, ah oui, quand, depuis le début, on l'encourageait. Donc, dès que la cousine est partie, je sors. Je dis, mais j'ai entendu telle cousine qui est venue, vous avez échangé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, va là-bas. À l'époque, la mère se posait 1001 questions. Mais aujourd'hui, elle ne se les pose plus. Parce que beaucoup doit couler sous le pont. De la radio, chance de passer à la télévision nationale. D'ailleurs, une petite anecdote. Vous savez, à la faveur de la crise que la Côte d'Ivoire a connue, il devait avoir un passage à nouveau à la RTI qui était interrompu pendant de longs mois. Donc la RTI devait émettre le 7 août 2011, me semble-t-il. Et si vous vous souvenez, il y a eu un drame, il y a un bus qui est tombé dans la lagune, la veille du 7 août, le 6. Donc finalement, le lancement de la nouvelle RTI, initialement prévu pour le 7, a été reporté au 9 août. Donc autour du 5 du 6, le rédacteur en chef à l'époque, on avait M. Lassine Fofana, qui est un brillant journaliste qui nous a formés. Il nous convoque, les nouveaux présentateurs, parce qu'on a été soumis à un test avec toute une génération, Marie-Laure Ungrand, Juliette Ouya, Ami Koulibaly, tout le reste. Donc quand on a fini le test, il avait identifié Juliette Ouya pour être celle qui allait présenter le premier journal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La veille, il m'appelle, me dit non, finalement c'est toi. Je dis, mais chef, pourquoi moi? On me programme le 9 août au matin, c'est la première fois que je dois présenter un journal télévisé. C'est le premier journal de la chaîne en fait. Il y a matin, bonheur, après c'est le premier journal. Je quitte chez moi, chez ma mère donc à 4 h du matin. Je panique, je stresse. Mais bon, vous avez le choix. Hein? Quand, face au défi, vous avez le choix. Soit vous abdiquez, et puis bon voilà, votre chance est passée. Soit vous affrontez l'opportunité que vous avez, et puis vous allez de l'avant. Je me souviens d'ailleurs que j'avais demandé conseil à une grande sœur dans le métier à l'époque. Elle m'a dit, tu as le choix. Soit tu vas, tu fais bien, tout le monde sera content, et puis tes parents seront fiers de toi. Soit tu fais mal, et puis quand ta mère va passer, on va dire, ah, c'est la mère du gars qui vaut rien, là. C'est ça exactement. Mais ça a créé une onde de choc, quoi. Ça m'a réveillé. Donc vous imaginez la pression. Je me souviens de ce premier journal, j'étais comme un robot. Ce jour-là, franchement, c'est de la récitation, quoi. Raide, aucune gestuelle. En tout cas, tout ce qu'il y a de mauvais en matière de prise de parole. J'ai fait le journal et à ma grande surprise, je finis. Le réal, tout le monde dans la salle de réalisation commence à applaudir. Je dis, ouf, c'est pas mal. Ça commence bien.
À 13 h, le premier journal de 13 h, malheureusement, vous savez, dans le métier, on a un appareil qu'on appelle le prompteur, qui est incrusté dans la caméra, qui nous permet d'avoir nos textes. Donc on peut jouer avec la caméra, tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Et pour une télévision qui a été, dont le matériel a été rénové, c'est plutôt curieux qu'un appareil neuf ne marche pas. Mais à 13 h, je commence le journal, l'appareil se plante. Par la grâce de Dieu, dans ce métier, s'il y a une qualité pour celles et ceux qui veulent l'embrasser, c'est le sang-froid. Si vous êtes quelqu'un qui panique beaucoup, ce n'est pas la peine. Il faut avoir un sang-froid extraordinaire. Donc je prends mon sang-froid. Heureusement, quand on va au journal, même si on a le prompteur, on a nos papiers. Et puis il faut avoir de la mémoire aussi. C'est pour ça que l'avantage, c'est que les journalistes, contrairement à ce qu'on pense, il y en a qui disent oui, on leur envoie les textes et puis vous vous trompez. Ceux qui font ça de toute façon, ça les rattrape. Un bon journaliste qui présente des émissions, il écrit lui-même ses textes. Il est dit dans son langage et il corrige tout ce qu'il y a à corriger parce que les reporters et tout le reste, je ne vais pas vous faire un cours sur la préparation d'un journal télévisé et tout le reste, mais tous les collaborateurs qui travaillent dans la chaîne de production d'une émission, après, quand ils ramènent leur travail, celui qui est censé porter, qui est au bout de la chaîne, il a sa marque, il a son écriture. Donc quand on finit de réécrire, donc je me retrouve au pied du mur, le réalisateur me dit « Ah, le prompteur s'est planté, débrouille-toi ». Donc je prends mes feuilles, je retombe sur mes pieds jusqu'à ce qu'on finisse le journal encore, ils applaudissent. On sort du studio, je vois une ancienne de la télévision qui est là-bas depuis plus de 2 décennies, qui me fait comme ça. C'est maintenant on a vu ta vraie valeur. Ah, quand je sors de ce journal, quand j'arrive au quartier le soir, je suis un peu porté en triomphe par la famille. Ah, c'est bien, machin et tout ça. Chacun veut s'improviser maintenant. Le grand frère même qui disait, non, mais toi tu rêves d'être journaliste là. Non, mon petit, c'est bien, je t'ai bien formé. Bon, il n'y a pas de problème. Hein? La gloire a plusieurs parents en général, évidemment. Et il y a quelque chose qui me marque. Je rencontre un ami d'enfance qui me dit, ah, mais tiens, oui, c'est bien bon et tout ça, la RTI et tout, mais faut pas rêver, hein, tu ne peux pas avoir le 20 h bientôt. Vous savez, je vais vous dire ce soir, vous êtes dans un continent où quel que soit le rêve que vous caressez, que vous chérissez, vous trouverez des gens qui vont dire tu ne vas pas y arriver. Si vous avez décidé d'être le meilleur économiste du monde, vous trouverez des gens qui vont vous dire tu ne vas pas y arriver. Ce qu'ils vous disent, ce n'est pas important. C'est ce que vous décidez, vous, de garder qui est important. Le frère, il me dit, non, mais tu ne peux pas arriver plus loin. 3 mois après, moi, j'étais aux 20 h. Donc, 3 mois après mon intégration dans la maison, je passe au journal de 20 h. Je me souviens encore de cet entretien avec le directeur de l'information de l'époque qui m'appelle dans son bureau. Il me dit, ah oui, vu tes performances, à 13 h, tout le monde est content. Et puis, j'ai fait 6 années de présentation de journal qui se sont très bien passées, qui m'ont forgé. Je fais la RTI. Au bout de 6 ans, très vite, je me rends compte que c'est vrai, c'est bien beau de sortir à la télé. Hein. Partout où vous passez, on vous pointe du doigt. Mais en même temps, c'est une contrainte aussi. Ce n'est pas très évident. Et puis bon, l'autre difficulté, c'est qu'en Afrique, quand on vous voit à la télévision, on pense que vous avez tous les moyens du monde, vous avez beaucoup d'argent. Alors que la télévision, le fait de voir quelqu'un à la télévision, est-ce que ça ne paye pas les factures? Moi, donc j'ai compris, en faisant une analyse comparative entre les revenus qu'on obtenait et les charges qu'on avait, je me suis dit, mais tiens, il faut passer un autre cap. J'estimais qu'il n'y avait plus forcément de challenge, parce que dans notre métier, le journal de 20 h, franchement, surtout dans la maison mère, c'est le top des tops. Donc je me suis ouvert à des patrons qui n'ont pas perçu ce que je voulais exactement. Donc finalement, on s'est séparés en queue de poisson. J'ai demandé une mise à disponibilité à laquelle j'avais droit. Ils ont refusé, prétextant que c'est très important pour l'antenne, on ne peut pas me laisser partir et tout le reste. Moi, j'estimais que c'était le temps de partir, donc j'ai arrêté d'aller travailler. Et heureusement pour moi, j'ai eu une offre d'emploi. Un grand groupe qui s'occupe notamment de la production des passeports ivoiriens, qui avait besoin d'un directeur de l'information, un directeur de la communication et des relations publiques, par ailleurs porte-parole du groupe. Le groupe avait beaucoup de difficultés dans des pays, le Sénégal, le Mali et tout ça. Ils avaient besoin de communiquer. Moi, je tombe sur l'offre. Donc, quand je manifeste l'intérêt, le grand patron du groupe, qui est un homme politique par ailleurs, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, me dit « Ah, mais si c'est vous, oui, on vous prend. » Je postule, je suis pris dans la boîte, ça fait jaser un tout petit peu. Je fais quelques années.
Je sors donc des médias, je me retrouve dans un bureau en train de gérer, piloter la communication d'un groupe. Au bout de 3 ans encore, je sens le virus du journalisme, de la télévision qui revient, qui insiste. Je résiste, mais qui insiste. Et pendant ce temps, un jour, je suis là et puis on m'appelle en haut lieu pour me dire « Ah, mais tiens, il y a une chaîne de télévision privée qui va s'installer. C'est la première chaîne privée et on souhaite que tu travailles sur ce projet. » Au début, pendant 8 mois, je n'ai pas répondu. Et puis un jour, j'ai eu un autre appel qui m'a dit « Ah, mais c'est bien, j'ai demandé certaines garanties. » On m'a dit « Oui, tu peux avoir ces garanties. Est-ce que je peux travailler librement, machin et tout ça. » Donc ce projet est né et finalement j'y suis allé. Personne ne croyait en nous. Ah oui, mais bon, écoute, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'on n'a jamais vu? Je me souviens que moi, je suis journaliste. C'est moi qui ai porté le département information, la direction de l'information. Tout le monde se disait, quand moi je suis arrivé, j'ai demandé à mes boss si j'avais carte blanche pour faire mon job. On m'a dit oui. Donc j'ai essayé de promouvoir une certaine pluralité d'expression. Parce que je pars du principe que dans ce pays, on est arrivé à une crise parce qu'on ne sait pas suffisamment parler. Donc, premier challenge, c'est de donner la parole à tout le monde. C'est ce qu'on essaie de faire depuis le début, depuis le lancement de cette chaîne de télévision. Et j'ai bien l'impression qu'on n'est pas sur la mauvaise voie. On n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs, mais on essaie de faire ce qu'on sait faire avec une diversité de programmes. Donc, le jeune homme qui gambadait dans les rues de Koumassi Prodomo en train de penser à Lévi Nyamké qui faisait son journal, parce que c'était le journaliste préféré de mon père. Et vous savez, nos papas, quand c'est l'heure du journal télévisé, c'est la dictature dans le salon. Quand la télécommande, il met le journal de 20 h, et moi, le dernier, j'étais toujours à côté de lui. Donc je me retrouvais en allant soit à l'école ou en allant jouer au foot, en train de faire des récitations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, de mes classes de CM1, CM2, 6e, aujourd'hui, je me retrouve à la télévision, en train de présenter des programmes, des interviews, des émissions. Une autre petite histoire, hein. Moi, quand j'étais à la RTI, on faisait le chef de l'État faisait des visites d'État. Il y en a beaucoup qui se demandent comment il présente les activités du président de la République. C'est quelque chose que je fais souvent quand on me sollicite. On était allé faire une mission de la RTI à Vavois, me semble-t-il. Et celui qui faisait les maîtrises de cérémonie des activités du président de la République, c'est l'actuel ministre de la Communication. Il est tombé malade. L'actuel ministre de la Communication. Il était le numéro 2 de la communication du palais présidentiel et c'est lui qui était le maître de cérémonie. Il est tombé malade, je ne sais pas si je dois dire heureusement. Heureusement peut-être pour moi, malheureusement pour lui. J'étais assis en train de préparer mon journal du soir. On m'envoie, vous savez, les véhicules des officiels, là, quand ils arrivent, ils rentrent en trombe. Donc mes patrons ont eu peur. Ah, mais il y a un problème, on dit non, 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 on cherche le jeune homme Ali Diarasouba. Il se trouve que j'avais fait quelques événements au Sofitel où ça avait plutôt été apprécié. Il me dit, ah, on a besoin de vous, suivez-nous, on vous amène à la préfecture qui faisait office de lieu de la présidence, c'est là-bas que les services étaient. Donc je rentre dans la salle, je rencontre une dame, ah ça va, on nous a dit beaucoup de bien de vous. On a une activité du président demain, c'est dans le cadre des visites d'État, il rencontre telle population dans telle localité demain. Est-ce que vous pensez que vous pouvez présenter? Je suis comme ma soeur connaît. Je dis jamais non. Ah, ça, il faut le retenir. Hein. Je n'ai jamais présenté une activité devant le chef de l'État, mais il faut que ça commence un jour. Donc je dis oui, il n'y a pas de problème. On me briefe sur tout ce qui devait se passer. Je vais faire la cérémonie. J'ai même inventé 1 ou 2 concepts qu'ils ont beaucoup appréciés. Quand je vais devant les populations, quand je finis de faire mon déroulé, je dis la République vous salue. Donc, le chef de l'État m'a taquiné avec ça. J'ai des moments de souvenir. Je dis mais tiens, je suis parti de rien du tout. Aujourd'hui, quand la plus haute autorité du pays me voit et je ne suis pas un inconnu, dans la main, dire à Souba, ça va. Franchement, c'est parce que j'ai cru en moi. Si vous ne croyez pas en vous, c'est votre problème. Personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous ne croyez pas en vous, ce n'est pas le voisin qui va croire en vous, parce que le voisin doit croire en lui-même. Deuxième élément pour terminer, la parole est créatrice. Si vous avez l'habitude de dire « Ah non, moi je ne vais pas y arriver », effectivement, la bonne nouvelle c'est que vous n'allez pas y arriver. Mais quand tout le monde dit que vous n'allez pas y arriver, que vous croyez que vous allez y arriver, en tout cas moi je l'ai pratiqué. Quand moi j'obtenais le bac, on a dit « Ah oui, mais dans ce pays-là, même quand tu as le bac maintenant, c'est le chômage assuré, le BTS c'est pareil. » Chaque fois que mes amis disaient ça depuis l'époque, je dis « Ah non, moi je ne suis pas dedans. Moi si j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé. »
Et effectivement, les choses se sont passées comme ça. Si vous avez le rêve de devenir, je ne sais pas moi, Premier ministre, directeur général, chef d'entreprise, décideur, grand sportif, cela est réalisable si vous croyez en vous. Si vous n'essayez pas, vous avez déjà échoué. Mais si vous essayez, vous avez 50% de chances de réussir, 50% de chances d'échouer. Nous sommes dans presque une jungle et personne ne vous fera la place. Et pour réussir dans cette jungle, c'est votre croyance en vous, c'est votre capacité à vous autodiscipliner, parce que tous les grands de ce monde ont une discipline irréprochable. Donc ne pensez pas que si vous êtes assis là, tout viendra à vous. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Entre deux carrières, vous pouvez avoir les diplômes du même niveau, mais votre carrière sera déterminée parce que vous avez dans le ventre. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous en voulez? Si vous voulez quelque chose, ça peut se réaliser. Mais pour se réaliser aussi, il faut se battre. Il faut poser un pas, après un autre, ainsi de suite. À ce moment-là, vous aurez fait la marche, vous aurez donné tout le meilleur de vous-même. Et comme on dit, si vous vous aidez, le ciel vous aidera, la providence viendra certainement à votre secours. Voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Merci infiniment.